Pour parler de moi, j'ai été sportive de haut niveau, je suis kiné, donc des étirements j'en fais, du renfo j'en fais. Je me dis putain mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a aidé? Massage viscéral profond. C'est tout. Mais oui, en fait, ta douleur, elle est presque mécanique, on peut l'expliquer. Donc oui, t'as mal et je l'entends, quoi. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de t'améliorer là-dedans? On peut se retrouver avec quoi comme douleur projetée de manière concrète? Des douleurs pelviennes, des douleurs basses abdominales, des douleurs lombaires. Donc du coup, en massage, je voulais vous montrer 2 choses. Non mais regardez-moi ça un peu les filles. Vous ne l'avez pas encore présenté, vous en pensez quoi? Le studio du Poopcast, le premier podcast qui parle 100% intestin irritable et qui va accueillir très certainement des personnalités qui vont peut-être changer votre vie. On vous remercie d'ailleurs pour l'accueil extraordinaire que vous nous avez fait pour le premier épisode. Hop hop, pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous mets juste le petit lien au-dessus. Aujourd'hui, on accueille Margot qui est kinésithérapeute. Il y a plus de 90% des personnes qui ont un intestin irritable qui n'ont jamais pensé à consulter un ou une kiné. C'est fou, alors qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être super intéressant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, alors comme d'habitude, préparez votre petite tasse de thé ou de café, et c'est parti. Bonne écoute. Alors, Margot, imaginons une personne qui a des troubles digestifs importants, donc qu'on retrouve dans l'intestin irritable, donc douleur, ballonnement, constipation, gaz, distension, etc. Une personne qui vient de tomber sur cette vidéo et qui se dit pour quelle raison elle devrait écouter cet épisode. Tu lui dirais quoi? On va donner déjà des explications qui vont permettre d'apporter une certaine forme de compréhension de pourquoi on peut avoir ça, quelles peuvent être certaines causes, en tout cas par rapport à mes connaissances et mes compétences à moi. Et puis après, on va surtout faire un peu de pratique qui va permettre en fait aux personnes qui vont nous regarder de vraiment pouvoir directement faire des mises en application, voire même se créer des petites routines d'exercice pour se soulager et puis pour avoir quelque chose de durable dans le temps qui peut aussi entretenir un mieux-être global, je dirais ça. Ok, des pratiques au quotidien. Est-ce que, par exemple, les routines d'automassage ou les choses que tu vas nous montrer peut-être en pratique tout à l'heure, est-ce que ça peut être aussi efficace que quand on va consulter justement un kiné quand on a une colopathie? Moi, j'ai vraiment une vision de la kiné où je rends vraiment l'autonomie au patient. Donc, je trouve ça hyper important. Ok, moi, je vais mettre mes mains, je vais pouvoir agir sur le patient, mais après, le but, c'est vraiment de pouvoir lui donner un maximum d'autonomie pour que ce qu'on a réussi à mettre en place ensemble, lui, il puisse le maintenir dans la durée et que du coup, ces symptômes ne reviennent pas, qu'il se sente à l'aise, qu'il puisse lui-même apporter une certaine conscience à ses propres symptômes et ne pas avoir tout le temps besoin en fait du professionnel pour dire exactement. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette idée de responsabilisation et d'être autonome par rapport à ses propres symptômes. Donc le kiné va apporter quelque chose, c'est sûr, en plus, mais il y a vraiment cet apprentissage de après comment est-ce que je peux être autonome moi-même avec mes propres symptômes quoi, et mes propres tensions et ma problématique de fond. Trop bien. Je sais que tu es pas mal sur les réseaux, on va le voir tout à l'heure peut-être un petit peu. Tu en parles très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et quelle est ta mission peut-être aujourd'hui? Alors moi je suis kiné depuis, ça fait quoi, 12 ans maintenant que je suis kiné. Globalement, directement quand je suis sortie de l'école, je me suis sentie vite restreinte, contrainte par justement des protocoles que je trouvais trop inadaptés à chaque individu. Et donc j'ai vraiment eu envie de pouvoir aller chercher un accompagnement qui serait beaucoup plus global et individualisé. Et du coup, je me suis formée en biokinergie. Donc c'est une formation que j'ai faite en 5 ans. Pour la faire simple, c'est entre l'ostéo et la médecine chinoise. Mais surtout, si je peux, on va dire, synthétiser ça, c'est qu'on vient vraiment prendre la personne dans sa globalité. Donc en se disant, ok, tu viens pour un problème d'épaule, mais si je vais pas regarder tes cervicales et le milieu de ton dos, je vais peut-être passer à côté du vrai problème. Et donc d'avoir une vision globale de la personne, pour moi, ça a vraiment ce qui a changé ma pratique, mais globalement, ça m'a aussi permis d'ouvrir... de m'ouvrir à plein d'autres choses, même au niveau de toute ma vie. Donc pour moi, cette formation a été vraiment un point de bascule hyper important dans plein de sphères de ma vie. Et du coup, ça fait 2 ans maintenant que je me dis, en fait, j'aimerais tellement toucher un public plus large, j'aimerais tellement pouvoir avoir un impact plus important parce que, justement, on est, je trouve, dans une médecine où on a mal, on vient consulter, le problème est réglé, on rentre chez soi, point final. Alors que je pense vraiment qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, une forme de responsabilisation à avoir et de se dire, en fait, je suis responsable de ma propre santé, donc je peux
décider de mettre en place des choses moi-même pour moi-même. Mais ça, on peut le faire que si on a des gens qui vont nous dire « essaye ça, essaye ça, essaye ça ». Et donc, j'avais vraiment à cœur de pouvoir transmettre ça sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que je donne des tout petits conseils vraiment pratico-pratiques, simples à appliquer. Mais où le but, c'est de pouvoir se dire « Ah, c'est vrai, moi, j'ai cette problématique-là. Tiens, je vais tester et je vais voir si pour moi, ça marche. Ah, ça marche. Et puis, quand je le fais plus pendant 10 jours, mon problème, il revient. Ah, tiens, je vais peut-être mettre en place une petite routine. » Et en fait, ça part de là, juste un déclic à un moment où on peut se dire « En fait, si moi-même, je prends soin de moi, en fait, je peux aller mieux. Je peux déjà régler cette problématique-là, et puis peut-être celle-là, et puis peut-être celle-là, et puis ainsi de suite. » Ma mission, je dirais, c'est vraiment de pouvoir rendre un maximum d'autonomie aux gens en leur donnant des solutions faciles et surtout, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de remettre de la conscience dans son propre corps. De ne pas laisser finalement seulement les professionnels ou seulement les autres être capables de nous apporter du soulagement, mais de se dire en fait, qui mieux que moi peut connaître mon propre corps ? Personne. Mais du coup, est-ce que moi je connais mon corps ? La plupart des gens te diront non, parce que j'ai pas appris à l'écouter, parce que j'ai pas appris à l'entendre, parce que quelque part on m'a pas appris ça. C'est comme un alphabet, si on te met des lettres devant et qu'on t'a pas appris à lire, tu sauras pas lire. Mais donc c'est un peu le même principe. Si tu commences à venir mettre de la conscience, si tu commences à venir écouter ce qui se passe, au début tu auras peut-être l'impression d'entendre du chinois, mais à force d'entendre du chinois, tu vas reconnaître des consonances, tu vas reconnaître des choses qui vont revenir à des moments particuliers. Et donc c'est là qu'il va commencer à se passer des choses intéressantes parce que tu amènes une forme d'auto-compréhension par rapport à ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Et voilà. C'est hyper intéressant ça, parce que par rapport au ventre notamment, c'est aussi important de s'écouter. Je pense que quand on arrive aussi à identifier certaines problématiques, on sait qu'on peut intégrer telle ou telle technique, on n'a pas forcément besoin d'aller consulter, prendre absolument un médicament, parce que ça, comme tu disais, en globalité, c'est important, et encore plus dans le syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est multifactoriel. On sait que l'alimentation, ça joue, on sait que le stress, ça joue, on sait que aujourd'hui, la kiné, on va voir ce qu'on peut faire justement pour améliorer. Et c'est vrai qu'en tant que pro de santé, toi t'es kiné, les médecins, on a tendance peut-être parfois à trop se concentrer sur notre problématique et pas forcément voir plus large. Donc c'est intéressant la manière de... Enfin, je pense que c'est indispensable de le voir en globalité comme ça, les prises en charge et pas que le problème. Complètement. Et du coup, c'est là où c'est chouette aussi de pouvoir avoir plein de disciplines et plein de personnes qui vont intervenir. C'est que tu peux aller piocher des conseils chez chacune des personnes et finalement prendre ceux qui pour toi vont être efficaces. Et aussi, ça te permet de tester plein de choses et de dire « Ah ça, en tout cas, ça me parle pas pour l'instant. Par contre, ça a été ultra efficace. Bam, je le mets en route et c'est quelque chose qui va faire partie de mon quotidien, etc. » Et en fait, ça peut s'appliquer à tout dès lors qu'on a accès à quelque part l'information et... pourquoi pas des mises en pratique qui vont être faciles à appliquer dans son quotidien. Totalement. Toi, tu vois beaucoup de personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable en consultation ? Franchement, j'en vois jamais. Ah ouais ? Ouais. Ah, je m'attendais pas. Tu vois, non, franchement, ouais. Parce que les personnes viennent te voir parce qu'elles savent que tu es spécialisée dans quelque chose en particulier ou alors, parce qu'on leur pose pas la question peut-être aussi ? Ouais, je pense que déjà, au niveau du diagnostic, il y a des choses qui sont compliquées là-dedans. Et globalement, je pense aussi que les médecins, même s'il y a un diagnostic qui est posé, vont pas envoyer en première instance en fait des gens qui ont des problèmes d'intestin chez le kiné. Par contre, ce que je retrouve très très souvent, des gens qui ont des lombalgies, ils ont mal au dos. Ils viennent, on met en place ce qu'il faut pour les lombaires, c'est-à-dire orienter kiné, donc des étirements, un peu de renforcement musculaire, de la mobilité, globalement. Ça va pas mieux. Ah, merde. Comment on va faire ? On fait des massages lombaires. Ah, ça m'a soulagé 2 heures. Et en fait, c'est revenu. Ouais. Je vais travailler au niveau viscéral. On vient faire lâcher des tensions au niveau viscéral. Il vient me voir la deuxième fois. Ah, ça m'a fait du bien. On travaille une deuxième fois dessus. Ah, ça va beaucoup mieux. Et pouf, le mal de dos est parti. Ça, c'est hyper souvent. Où en fait, j'oriente déjà les premières séances pour voir si on arrive à soulager. Si on n'arrive pas à soulager, je passe en viscéral. Et là, globalement, si en première instance, la kiné classique n'a pas soulagé, le viscéral va soulager. C'est quasiment à chaque fois. Ok, c'est intéressant. Donc, je pourrais pas dire que tu vois qu'il y a une pathologie avérée derrière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plein de raisons pour lesquelles les patients viennent me voir peuvent être parfois améliorées par simplement une détente et un relâchement viscéral. Okay. Donc digestif, donc intestinal, donc tout ça. Ok, donc ils viennent pas forcément pour
la colopathie en particulier. Exactement. Mais je pense que c'est ça aussi dans ma story, j'ai mis voilà ce que vous avez déjà consulté, mais il y en a plein qui savent pas qu'on peut consulter en fait quand on a une colopathie aussi. C'est ça qui est intéressant, je pense, parce que on leur en a pas forcément parlé, donc c'est normal finalement que tu dises que t'en vois pas beaucoup, parce que c'est pas quelque chose voilà qui est conseillé peut-être aussi par les médecins ou autres. En fait, globalement, les médecins, ils envoient des patients voir un kiné. Quand il y a des troubles fonctionnels, genre j'ai une douleur quelque part, mais on n'a pas trop trouvé c'est quoi la cause, mais pas au niveau intestinal, plutôt au niveau musculaire, ligamentaire, articulaire, en gros. Et sinon, les gens viennent voir quand il y a un trouble moteur avéré. Ils se sont fait une entorse, il y a un déchirement ligamentaire, ils se sont fait les croisés en post-op, etc. Mais donc, pour des choses un peu plus, comment je dirais, plus subtiles, parce que venir traiter un intestin pour un kiné qui a tendance à faire que du genou, de la cheville ou qui te balance sur un vélo, ça va pas forcément avoir tendance à t'améliorer, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est qu'on a un peu la vision des kinés où en gros ils te font faire des exercices, éventuellement ils te massent 2-3 minutes et puis après ils te mettent sur les machines et basta. Donc il faut aussi aller trouver des kinés qui travaillent en manuel, il y en a plein qui en font pas, mais il y en a quand même plein qui en font aussi. Donc il faut quand même, je pense, orienter le professionnel qu'on décide d'aller consulter, quoi. Ouais, c'est une question que j'avais eue justement dans la boîte à questions que j'avais laissée, c'est comment trouver un kiné formé pour le digestif? Bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que le mieux c'est d'appeler en fait. C'est d'avoir un contact direct, c'est le plus simple. Ou par bouche à oreille, de savoir que c'est quelqu'un qui travaille en manuel, qui donc va passer du temps avec ses mains sur toi et donc qui va pouvoir t'orienter et te donner des clés de compréhension. Je dirais ça en première instance, en tout cas, être sûr que c'est un professionnel qui va te toucher avec ses mains. Donc qui fait du travail manuel. Pour rappeler peut-être, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu confus, la différence entre kiné et ostéo. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que toi tu fais que les ostéos ne font pas et l'inverse? Et peut-être que c'est complémentaire aussi. Oui, alors c'est complémentaire, ça c'est sûr. Un kiné, on vient surtout le consulter du coup quand il y a eu un diagnostic médical, vu que c'est le médecin qui va te faire une prescription pour aller chez le kiné. Ça, c'est la première chose. L'ostéo, t'as pas de prescription médicale, tu y vas de toi-même. Le kiné, en première instance, il est là pour te soulager de pourquoi tu viens. Le but après, c'est de rééduquer, c'est-à-dire d'avoir un rôle, si tu veux, en fond, sur la durée, c'est-à-dire de prendre en compte le patient dans sa globalité. Ok, il vient parce que il a mal au genou, mais il a mal au genou parce qu'il a une faiblesse musculaire au niveau du bassin, par exemple. Donc on va mettre en place des assouplissements, on va mettre en place du renforcement musculaire pour renforcer les zones qui sont responsables donc de cette douleur, et on va voir sur la durée l'impact que ça a sur cette douleur. Donc on soulage, on rééduque, et du coup, par la rééducation, on prévient. C'est-à-dire qu'on va prévenir des douleurs ou des problématiques éventuelles, soit secondaires du problème initial, soit qui auraient pu arriver par rapport à ce que le kiné a trouvé chez la personne. Donc ça, ce que je dirais, c'est le kiné, il fait ça. L'ostéo, il va soulager aussi, mais du coup, tu vas le voir plutôt en curatif. Tu vas le voir, la plupart du temps, quand tu t'es bloqué le dos, quand tu as mal à un endroit, tu vas pour être soulagé. Si je vous donne un exemple plus concret, j'ai mal au dos. Je peux aller voir l'ostéo ou je peux aller voir le kiné. Concrètement, qu'est-ce que va faire l'un, qu'est-ce que va faire l'autre? Tu vas voir l'ostéo. Son but, ça va être qu'à la fin de la séance, tu aies un meilleur équilibre global pour que tu repartes mieux que comment tu es arrivé. Donc, il va regarder tes points de verrouillage, tes points de tension, et il va essayer d'en libérer un maximum pour que quand tu repartes, en gros, tu aies un meilleur équilibre global au niveau du corps. Si ça a pu te soulager, génial, c'est le but. Si ça t'a pas soulagé, ce serait peut-être bien après d'aller faire de la kiné supplémentaire. Mais si ton mal de dos est quelque chose de récurrent, est-ce que vraiment aller chez l'ostéo qui va juste te réajuster, ça va suffire? Non, parce que ça veut dire qu'il y a une cause à la base qui fait que ce problème revient régulièrement. Donc là, tu vas voir le kiné. Le kiné va te prendre dans ta globalité, va dire « Ah oui, mais tu manques de mobilité au niveau du bassin, tu manques d'abdominaux, tu as une raideur à l'arrière des cuisses, etc. etc. » Et donc là, on va mettre en place des exercices qui vont permettre de modifier, en gros, la globalité de ton corps pour essayer de t'apporter plus d'équilibre, mais d'équilibre de fond. Pas d'équilibre de forme, entre guillemets, à l'instant T dans lequel tu es. Okay ?
Donc, en fait, les deux sont archi complémentaires. Les deux vont vraiment s'apporter, l'ostéo plutôt de manière ponctuelle et le kiné plutôt en travail de fond. Voilà Ok. comment je pourrais faire la différence entre les deux en tout cas. Ouais, c'est marrant parce que quand j'ai mis la boîte à questions, on m'a justement dit qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà consulté des ostéos. Donc je comprends mieux la différence effectivement et je pense que c'est pour ça aussi que tu vois pas de personnes, comme on disait tout à l'heure, qui ont un diagnostic assis parce que les médecins vont pas prescrire pour une colopathie un rendez-vous chez le kiné, quoi. Donc ok. Exactement. Et puis du coup, on a aussi dans cette notion que les ostéos, du coup, ils travaillent la mécanique et souvent ils ont aussi la sphère crânienne et la sphère viscérale sur laquelle ils agissent, alors qu'on n'a pas forcément dans l'idée que les kinés peuvent agir aussi sur la sphère viscérale. Tous ne le font pas quand même, donc comme je disais tout à l'heure, c'est quand même bien d'être sûr que ça va être un kiné qui va travailler en manuel et donc qui va prendre le temps d'aller regarder ça aussi. Ok. Ça demande des formations complémentaires pour le viscéral ou vous êtes formé Non, franchement, on n'est pas assez formé là-dessus en tout cas. Donc oui, il faut des formations complémentaires et il faut du coup surtout des kinés qui ont la volonté d'aller travailler ces zones-là et de ne pas rester que sur du mécanique entre guillemets, quoi. Ok. Bah, justement, l'idée de l'épisode aujourd'hui, c'est que on dit souvent que l'intestin irritable, c'est pas une pathologie grave dans le sens où ça va pas laisser des séquelles digestives sur le long terme. D'où le fait que ce soit un peu pris à la légère par rapport à d'autres pathologies comme Crohn, la maladie cœliaque ou des pathologies inflammatoires qui sont diagnostiquées où là, on va quand même s'attarder plus en profondeur. L'idée aujourd'hui, c'était de voir, alors même si c'est pas une pathologie qui est grave sur le long terme, il y a des choses qu'on peut faire. Et les douleurs, bah, elles sont quand même réelles, même si on ne le prend pas au sérieux. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire en kiné quand on a un intestin irritable? Alors, on peut faire plein de choses. Mais alors du coup, avant de pouvoir dire, avant de pouvoir dire en fait ce qu'on va pouvoir faire, je pense que c'est important qu'il y ait une forme de compréhension de qu'est-ce qui va créer des tensions à tel endroit et donc comment on va pouvoir agir dessus. Donc c'est là où il y a une sphère de connaissances physiologiques et anatomiques. Là, on va en parler, mais de manière assez simple. Le but, c'est justement que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et puis de pouvoir vraiment se faire un schéma mental du truc. Donc on va aborder ça de manière assez simple. Mais il y a des choses à comprendre là-dessus au niveau des mécanismes du corps. Donc il y a surtout deux choses que je voulais aborder qui sont hyper importantes. C'est les douleurs projetées. Et c'est toute la notion de membrane, de continuité de membrane, de fascia qu'il y a dans le corps et l'impact que ça a au niveau viscéral. C'est vraiment les deux points qui sont, à mon sens, en tout cas, importants de venir apporter de la compréhension dessus. C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a mis fasciathérapie. Je voulais te poser la question tout à l'heure. Ouais, complètement. Okay. Mais du coup, je vais en parler, on va en parler assez largement pour vraiment apporter justement de la compréhension. Donc les douleurs projetées, on peut en avoir globalement partout sur le corps, des douleurs projetées. En fait, il faut juste comprendre le mécanisme. Si tu as un intestin irritable, donc chaque partie de notre corps est innervée. Tu as des nerfs qui sont moteurs, qui te permettent de bouger. Tu as des nerfs sensitifs qui te permettent de juste apporter à ton cerveau l'indication que quelque chose est en train de te toucher, de t'effleurer ou de te brûler, ou etc. Donc on a des nerfs sensitifs, on a des nerfs moteurs. Toutes les parties de nos corps sont innervées. Ces nerfs font la continuité de la moelle épinière. Donc on a notre cerveau, tout le long de la colonne vertébrale, on a la moelle épinière qui passe, et à chaque étage de la colonne vertébrale, qui fait suite donc à la moelle épinière, on a les nerfs qui sortent, d'accord ? Donc les nerfs, c'est vraiment un petit fil, il faut voir un petit fil électrique, hein, vraiment. Ces nerfs vont après parcourir l'intégralité du corps pour aller innerver donc les différentes zones. Au niveau donc purement de notre intestin, donc tous les nerfs vont provenir en gros de cette zone-là, à peu près de la colonne vertébrale. Mais tous les nerfs qui sortent de cette zone-là de la colonne vertébrale vont aussi aller innerver plein d'autres parties du corps. Et c'est là où parfois le cerveau fait un amalgame et se trompe dans la compréhension de l'information qu'il reçoit. Cette zone, elle s'appelle comment pour les personnes qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo ?
En gros, entre T8 et L2, on va dire, donc en gros, sous les omoplates et à l'arrière du nombril. Je grossis, le nombril c'est L3, mais en gros, voilà cette zone-là. Donc bas des omoplates, nombril, ça nous donne à peu près la zone par laquelle, donc, à chaque étage de vertèbre vont sortir des nerfs qui vont innerver, en gros, la sphère viscérale, intestinale. Ok. Donc tous ces nerfs-là, qui donc vont innerver soit, on l'a dit, des viscères, soit des zones de peau, on appelle ça des dermatomes, soit des muscles, des myotomes, tous ces nerfs vont arriver au niveau de la moelle épinière. On va prendre un étage, entre deux vertèbres, il y a un étage. Il va y avoir peut-être 10, 15, 20 nerfs qui vont sortir, qui vont aller innerver différentes choses à cet endroit-là. Il suffit qu'il y ait un nerf, donc là par exemple le nerf qui va rapporter l'information de l'intestin, ce nerf-là va dire « Ok, j'ai reçu l'information comme quoi il y avait une irritation, comme quoi il y avait une problématique, peut-être une inflammation. Je remonte l'information au niveau de la moelle épinière. » Sauf qu'on l'a dit, au même étage, à ce même niveau de la moelle, il y a plein d'autres nerfs qui viennent d'ailleurs. Et là, le cerveau va juste recevoir l'information qu'à ce niveau-là, il y a une inflammation qui a été reçue. Et parfois, le cerveau va donc comprendre que c'est bien cet étage-là, mais va pas forcément comprendre l'origine de la problématique. Et donc, je vous donne un exemple. Pour le côlon sigmoïde, qui est donc ici, si j'ai une inflammation de mon côlon sigmoïde, hop, l'information vient au niveau de la moelle, et moi, je vais me retrouver avec des douleurs de fesses. Et donc, je vais aller consulter parce que j'ai mal aux fesses. Mais si on traite tes fesses, il va jamais rien se passer. Tes muscles des fessiers, la peau, il va jamais rien se passer parce que l'origine n'est pas de là. On revient toujours à la cause du problème et on traite... Exactement. Okay. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre les douleurs projetées parce que on peut se retrouver avec quoi comme douleurs projetées de manière concrète? Des douleurs pelviennes, des douleurs basses abdominales, des douleurs lombaires, des douleurs sur les flancs. Ça, tu sais que c'est vraiment fréquent. Par contre, que moi, je vois des améliorations aussi avec l'alimentation. Quand ça va mieux au niveau des intestins, ça va mieux au niveau du dos. Mais oui. Ça, c'est vraiment très fréquent. Ah mais oui, oui, oui. Et j'ai une fille qui m'a mis justement, parce que j'avais mis la question, si tu avais une kiné dans ta famille, tu lui demanderais quoi? Si tu pouvais tout lui demander, elle m'a dit de me débloquer le dos 3 fois par semaine. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment fréquent ça pour le coup, les douleurs projetées au dos. Et mais ça m'étonne pas du tout. Et on va venir à une autre cause qui donne des douleurs de dos après, qui du coup sont pas des douleurs projetées. Mais du coup, la douleur projetée, en fait, c'est une douleur qu'on va pas pouvoir soulager. Ou en tout cas qu'on ne pourra soulager que 1 heure ou 2, peut-être par un massage, parce que on aura tellement saturé les capteurs de la peau que il va se passer quelque chose et on va moins avoir la douleur. Mais on n'arrivera pas à soulager ça. D'où encore l'importance de voir les gens dans leur globalité. Ça ne sert à rien d'aller traiter une fesse si on se rend compte qu'il y a des grosses tensions au niveau viscéral. Allons au niveau viscéral et on va voir l'impact que ça a sur la fesse. Donc ça, voilà, la notion de douleur projetée, elle est hyper importante à comprendre en fait, oui, toutes les tensions viscérales peuvent entraîner plein de douleurs projetées parallèles autour. Ça peut donner aussi des douleurs dans le pli de l'aine, ça peut donner des irradiations un peu dans les cuisses. Donc en fait, on a plein de douleurs dans toute cette zone-là, donc toute la zone viscérale, à l'arrière, à l'avant, tout le bassin et le haut des cuisses en gros, sur lesquels il peut y avoir des douleurs qui vont arriver. C'est fou parce qu'on se dit, en ayant une colopathie, là parce qu'on parle principalement du sujet de l'intestin, on se dit le problème il est au niveau de l'intestin. Et il y a plein de problèmes secondaires justement comme les douleurs, oui, au niveau de l'aine aussi comme tu dis, le dos, etc. qui sont vraiment très fréquentes aussi. Et moi je trouve que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense d'avoir des douleurs à l'intestin, que ça puisse être lié aussi à d'autres douleurs projetées comme tu expliques, donc c'est intéressant. Complètement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment important d'apporter de la compréhension dessus pour se dire en fait, tes douleurs, elles sont pas dans ta tête. Tu as des vraies douleurs et il faut trouver des personnes qui vont être capables d'entendre ces douleurs. Ouais, ça c'est important. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui du coup sont pas entendues dans leur malaise, ce qui vient créer encore plus un ancrage dans la difficulté psychologique et donc c'est un cercle vicieux qui est infernal. Alors que si déjà on est capable d'entendre la douleur et de dire mais oui en fait ta douleur elle est presque mécanique, on peut l'expliquer, donc oui, t'as mal, et je l'entends, quoi. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de t'améliorer là-dedans? Mais donc, voilà, s'il y a des douleurs autour, c'est peut-être simplement, entre guillemets simplement, dû à des douleurs projetées, ou dû à la deuxième cause dont on va parler maintenant, qui sont la continuité, du coup, des membranes, des fascias qu'il y a dans le corps. Alors... C'est quoi, les fascias? Les fascias, c'est des membranes qui viennent envelopper l'intégralité des structures du corps. Donc, on peut voir ça comme un petit voile tout léger qui vient envelopper, par exemple,
tes os. Chacun de tes os est enveloppé par du fascia. Tes muscles, tes nerfs, tes vaisseaux, tout. Et en fait, tous les fascias, eux, sont dans la continuité l'un de l'autre. Ce qui fait qu'ils vont être capables de transmettre les glissements, mais aussi les tensions. Donc, si tu as un point de tension à un endroit, par répercussion le long des fascias, eh ben, tu vas peut-être te retrouver avec des blocages ailleurs. Okay ? Si tu me donnes ton doigt, je ne touche que ton doigt, et pourtant, si je tire sur ton doigt, tu le sens jusqu'à ton épaule. Et si je tire encore plus loin, bah, tu vas peut-être le sentir jusqu'à tes cervicales. Pourtant, je n'ai touché que ton doigt. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a une continuité dans le corps qui fait qu'en agissant à un point donné, on peut avoir des répercussions presque partout dans le reste du corps. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. De ouais, c'est pas parce qu'on me touche à tel endroit que ça va m'aider au niveau du ventre. Bah en fait, peut-être si. Ou peut-être qu'en t'aidant au niveau du ventre, on va pouvoir aider l'intégralité du reste de tes tensions que tu as au niveau du diaphragme, des dorsales, des lombaires, etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est les fascias. Les fascias, on en a dans tout le corps. De manière plus spécifique, là, on n'est pas sur du fascia, mais on est sur des membranes. Dans le ventre, on a ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine, c'est comme un drap. On va imaginer un grand drap qui est replié sur lui-même et qui va venir envelopper chacun des organes et donc va passer autour comme ça et va faire des replis. Donc tu imagines un drap qui est replié sur lui-même plein de fois comme ça et qui est à l'intérieur de ton ventre. Même principe. Si ce drap, il est tiré d'un côté, il a un point de tension d'un côté et puis potentiellement de l'autre. Et ben en fait, tout ce qu'il y a au milieu, ben, ça va plus pouvoir bouger de la même manière. Et donc là, on se rend compte, encore une fois, l'impact de un point de tension, ce que ça peut avoir sur toute la zone autour. Le mésentère, c'est un petit peu le même principe, c'est au niveau du ventre, donc c'est ce qui suspend donc, le côlon, d'accord ? C'est pareil, on est sur de la membrane, on est sur des tissus où il suffit qu'il y ait un point de tension sur ce mésentère, sur une attache du mésentère, et ça peut avoir un impact sur tout le côlon. Et donc ça, c'est ultra, ultra important d'avoir ça en tête. Je vais vous donner un exemple vraiment pratico-pratique. Mettons sur la table, je mets une toile cirée. Donc la toile cirée, elle est libre de glissement par rapport à la table, on est d'accord. Ma main, elle peut être libre de glissement par rapport à la toile cirée aussi. Okay ? Donc il y a des plans de glissement entre chaque niveau. Maintenant, imaginons simplement que je mette un point de colle, juste un point. Mon index sur la toile cirée. Déjà, comment va pouvoir bouger ma main par rapport à la toile cirée ? Ben, en fait, je vais plus qu'avoir un point de pivot possible. Ah, donc là, j'ai plus du tout les mêmes points de glissement, le plan de glissement déjà. Et si en plus, on rajoute un point, juste pareil, de colle, de la table à ma toile cirée ici. Imagine tout ce qu'on a perdu en plan de glissement déjà de la feuille par rapport à la table et de ma main par rapport à la feuille. Il n'y a plus rien qui bouge. Ça devient compliqué. Pourtant, on a mis juste 2 petits points de colle de rien du tout. Ces petits points de colle, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ces petits points de tension, là, si on parle dans le corps, ça sera juste un point de tension. Juste une petite cicatrice, une toute petite intervention chirurgicale de rien du tout avec 2 petits points d'entrée cœliaque. Ouais, j'ai pas de cicatrice, tout va bien, nickel. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Il se passe exactement ce que je viens de montrer là. Donc si on ne fait pas lâcher ces tensions, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? C'est qu'à force de moins bien bouger comme ça, là, donc ma main par rapport à la toile cirée, avec, on a dit, mon index qui est collé, je n'ai donc plus qu'un point de pivot. Ce qui fait que le corps va un peu s'adapter, va faire un petit peu comme il peut. Ce qui peut se passer en conséquence, c'est qu'il va certainement y avoir des points de tension secondaires qui vont se créer, parce que le corps va agir un petit peu comme il peut autour de ce premier point de tension. Le truc. Il va se passer peut-être un deuxième point de tension au niveau de mon petit doigt. Mon petit doigt va se coller à la toile cirée, et là, en fait, j'ai plus rien qui va pouvoir bouger. Et là, ça devient compliqué, parce que quand on a 20 ans, on n'a pas trop de tension, mais quand on en a 40, qu'on en a 50, combien on a d'années de tension qu'on n'a pas traitées derrière nous, et qui font que, en fait, il y a beaucoup moins de choses qui bougent là-dedans, mais beaucoup, beaucoup moins. Et on n'en a pas forcément conscience. Et on peut faire disparaître ces points de tension quand ça fait 40 ans que... Oui, bien sûr. Bon, oui, bien c'est sûr. rassurant. Alors après, plus on le prend tôt, et forcément, plus ça va avoir un impact intéressant. Mais du coup, si on en revient à notre intestin, si mon intestin, donc, que ce soit au niveau du péritoine, des fascias, du mésentère, on a des tensions pour X raisons. Je me suis pris un coup, j'ai fait une chute,
Émotionnellement, j'ai été très chahutée, je me suis beaucoup crispée ou j'ai reçu un peu un choc émotionnel. Il s'est passé des tensions dans mon ventre ou des tensions réflexes, ou il peut y avoir plein de causes qui entraînent ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer en répercussion? Si mon ventre bouge moins bien, ben globalement, mon périnée, mon intestin, tout ça va être moins mobilisé par la mobilité viscérale naturelle qu'on est censé avoir. Donc, tout ça va avoir tendance à se fixer un petit peu. Mon diaphragme, c'est la même chose. Le diaphragme va moins ventiler parce qu'il va être moins capable de bouger les viscères, vu que les viscères sont toutes crispées en dessous. Donc, le diaphragme va avoir tendance à se spasmer également. Et donc, on se retrouve avec toute cette zone-là qui va moins bien bouger, pour un petit point de tension à la base, qui en a entraîné d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et ça, c'est important à comprendre aussi, c'est que du coup, comme le corps vient créer des compensations autour, on a un point qui au départ est primaire, qui va créer plusieurs points secondaires. Si on traite le point primaire, ça va faire lâcher les secondaires. Tout est parti. Par contre, si on ne traite pas le primaire rapidement, tous mes secondaires vont aussi devenir des primaires, qui vont eux-mêmes créer des secondaires. Ça se démultiplie. Ouais, mais comment on identifie ces points de tension? Est-ce que ça vient de douleur ou de... Comment on les identifie? Alors, c'est pour là... prendre la cause... C'est là où, du coup, avoir une bonne conscience de son corps, c'est hyper cool. Parce que on va se dire, ah bah tiens, en ce moment, je me sens plus ballonnée que d'habitude. Ah bah tiens, en ce moment, je sens que j'ai un peu le souffle court. Bah peut-être que j'ai mon diaphragme qui s'est un peu spasmé. Peut-être que... J'ai une patiente récemment qui m'a dit le plexus, elle avait des problèmes à ce niveau-là. Elle me demandait si c'était lié à l'intestin. Et je lui ai dit, bah, ça peut potentiellement, oui, être lié. Et là, ça explique, du coup, par rapport à ce que je viens de dire. Trop intéressant. Tout à fait. Mais du coup, c'est hyper important, comme tu disais, comment je peux savoir qu'il y a ça? Bah, avoir une bonne conscience. Donc, aller faire des exercices de manière régulière dans cette zone-là, de ventilation, d'autopalpation, d'automassage, pour avoir conscience de ce qu'il y a dans mon ventre, comment je me sens dans mon ventre quand je suis normale, entre guillemets, pour savoir quand je suis plus normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Est-ce que c'est un truc émotionnel? Est-ce que c'est parce que j'ai mal mangé? Est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi? Est-ce que parce que j'ai été stressée? Et ça, pareil, d'apporter de la conscience sur qu'est-ce qui, chez moi, agit et me crée des tensions, eh ben, c'est important de le savoir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mécanismes qui créent des tensions chez nous. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête pour la compréhension de « Ok, en fait, cette sphère viscérale, elle est plus complexe et beaucoup plus riche que ce qu'on peut se dire à la base de juste c'est des organes Vraiment, dans un ventre, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si on va le mettre, mais non, mais c'est intéressant quand tu disais que tout bouge, en fait, parce que la spécialiste lymphatique qui va arriver dans l'épisode prochain, elle parle justement des mouvements, des fluides, elle parle aussi de la mobilisation. Alors que, bah oui, mobiliser aussi les articulations, faire des mouvements, etc., c'est aussi une certaine stimulation de ce système lymphatique qui permet de mieux circuler et mieux éliminer en fait les toxines. Donc tout est un peu lié finalement. Complètement. De manière globale, il faut se dire, un corps qui bouge, c'est un corps qui vit. Mais le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une zone qui ne bouge plus, c'est une zone qui, potentiellement, va un peu mourir en fond, parce qu'elle va plus être mobilisée comme elle doit l'être à la base, et donc elle va plus fonctionner comme elle doit fonctionner à la base. Et donc là, on part sur des dysfonctionnements. Donc le mouvement apportera toujours du mieux-être. Quand c'est adapté, et quand c'est fait en conscience, par rapport à ses propres problématiques et ses propres douleurs. Si tu es en méga crise du ventre et qu'on te dit si, faut que tu ailles faire des exercices, ça va te faire du bien, et que tu souffles le martyr, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est important de partir sur quelque chose d'adapté et en conscience, de toujours se dire je veux me faire du bien. Le but, c'est de se faire du bien. Donc comment est-ce que je peux le faire? Déjà en m'écoutant et en essayant d'adapter et d'adopter des nouvelles techniques qui vont pouvoir m'aider dans ce sens-là, quoi. Ça doit être difficile quand on n'a jamais vraiment conscientisé son corps et qu'on a plein de points de, comme tu disais, de tension. Ouais. Des points de tension, des douleurs. Ça prend du temps, je pense, de savoir ce qu'il faut faire et savoir ce que c'est finalement de se sentir bien aussi et de bien identifier d'où vient la problématique pour savoir comment agir dessus. Complètement. Ça prend du temps, surtout quand c'est pas un automatisme et qu'on arrive à, 50, 60 ans où c'est plus difficile que quand on prend peut-être plus tôt le problème. Tout à fait, mais on peut toujours avoir un impact dessus, et vraiment la qualité première, ce sera la volonté.
Dès lors que tu as la volonté... Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que souvent, les gens en arrivent à faire ça quand ils ont un vrai problème, une vraie pathologie, où vraiment ils sont dans la souffrance. Et là, ils se disent, ah, va peut-être falloir que je prenne un petit peu soin de mon corps, parce que sinon, ça va pas aller, quoi. Et là, peut se passer des choses. Mais donc, s'il y en a qui nous écoutent, prenez soin de votre corps avant que vous ayez des problèmes. Vraiment, c'est vraiment mieux quand même. C'est comme l'alcool, hein. On a des problèmes de foie, on arrête l'alcool quand on a commencé à avoir le problème. Mais c'est souvent ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est le cerveau, l'humain. Ouais. Je pense qu'on n'arrive pas suffisamment à bien... comme on ne peut pas voir à l'intérieur de notre corps, on se dit, bon, bah voilà, il fait son job, il fait ce qu'il a à faire. Mais une fois qu'on a un problème, je pense que c'est là qu'on réalise vraiment qu'on n'a qu'un seul corps, quoi. Exactement. On a parlé un petit peu des douleurs de dos. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter par rapport à la constipation? Parce qu'il y a des personnes qui ont des douleurs de dos aussi liées, enfin moi je le vois souvent, liées à la constipation. C'est pareil, ça revient aux douleurs projetées ou liées à l'alimentation aussi. Alors, en fait, l'intestin ou le côlon, du coup, quand il est plein, que ce soit de l'air ou des matières fécales, il va y avoir une distension qui fait que du coup, ça va prendre plus de place dans le ventre. Les gaz, ouais. Et donc, il va y avoir une compression des tissus qui sont autour. Donc, soit des nerfs, où là, du coup, ça peut nous donner des douleurs projetées, comme on en a parlé, soit il peut y avoir aussi les muscles. Si tu viens mettre un point d'appui sur un muscle pendant longtemps, que du coup, ça lui fait un petit peu mal, parce qu'à la base, il n'est pas censé y en avoir, qu'est-ce qu'il va faire, lui, pour se protéger? Il va se contracter. Action, réaction. Les muscles qui, du coup, vont pouvoir être impactés là-dedans, ça va être notre cher psoas, on pourrait en parler pendant des heures, mais ceci est un autre sujet. Notre cher psoas qui, du coup, s'insère au niveau des lombaires, traverse le ventre, donc il n'est pas visible, il n'est pas palpable, ce muscle-là, et vient s'insérer au niveau de la hanche. Mais donc, il traverse vraiment toute la zone viscérale. Donc, notre psoas peut être impacté, d'où les douleurs au pli de laine, notamment, qui peuvent être liées à ça. Et d'où les tensions sur les flancs lombaires ici, où du coup, ces muscles-là sont en contact direct avec la paroi abdominale postérieure, qui est donc en lien direct avec mésentère, péritoine, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, tout ça, encore une fois, c'est lié. Mais donc, oui, la constipation peut comprimer des petits nerfs, douleurs projetées, et peut comprimer au niveau musculaire notre psoas, ou nos paravertébraux ou les muscles qui sont postérieurs au niveau du dos, et donc créer des contractures réflexes. Du fait que ça vienne comprimer, du coup le muscle pour se protéger se contracte. Et donc il faut venir étirer le psoas pour libérer les tensions. On va le voir après en pratique. Il faut venir du coup libérer l'intestin. C'est mieux. Comme ça, du coup, ça va moins appuyer sur nos muscles. Oui, effectivement. Oui. Mais exactement, si c'est quelque chose qui est fréquent chez nous, le travail du psoas et la mobilisation globale du dos, du bassin pour apporter du relâchement, ça sera hyper intéressant, ça c'est sûr. Trop bien, ok. Et du coup, maintenant, ça serait bien de passer aux solutions, et du coup, aux solutions pratiques. Du coup, passons à la pratique. Ok, alors, quelle est la première technique que tu vas nous montrer? Qu'est-ce que tu vas montrer? Du coup... je suis kiné, donc je suis masseur, kinésithérapeute, donc on va commencer par le massage. Donc massage abdominal, du coup ça va être en automassage, mais du coup je vais vous montrer sur quelqu'un, ça sera plus simple comme ça, de pouvoir vous guider. Et puis voilà, du coup, si notre cobaye veut bien venir... Ok, donc ce sont des techniques d'automassage qu'on peut ensuite réaliser chez soi tout seul, quoi. Exactement, c'est le but. C'est le but. Après là, l'intérêt c'est que moi je vais vous montrer en gros sur le ventre un peu les zones, à savoir comprendre un petit peu anatomiquement comment c'est fait et donc où mettre ses doigts plutôt que de se dire je mets où mes mains sur mon ventre parce que le ventre c'est vaste. Donc on va cartographier entre guillemets un petit peu ça pour pouvoir être capable de le refaire après soi-même chez soi, quoi. Parfait. Voilà. Vas-y, je peux t'allonger sur le dos. Donc du coup, en massage, je voulais vous montrer deux choses. La première chose, c'est un automassage du coup pour la constipation. Donc là, on est vraiment sur un massage kiné, parce que ça, pour le coup, c'est des choses qu'on nous apprend vraiment à l'école. Donc l'intérêt de le faire tout seul, il faut juste avoir... en gros, les bases anatomiques pour pouvoir être capable d'orienter, on va dire, les matières fécales dans le bon sens, c'est tout.
Et après, je voulais vous montrer du coup comment venir détendre tous ces points de tension au niveau des membranes dont on a parlé tout à l'heure, donc péritoine, mésentère, fascia, dans le ventre. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire soi-même? Alors, parfois, c'est sûr que, surtout si on débute, c'est peut-être bien d'aller voir des thérapeutes qui le font. Donc, vous avez en effet les ostéos qui travaillent en viscéral, vous avez certains kinés qui le font, juste vous avez à être sûr qu'ils le font, c'est tout. Sinon, vous avez des techniques aussi de massage abdominal, je pense au Chin et Tsang, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être déjà intéressantes, on va dire, pour dégrossir un peu le terrain en prime abord au niveau des tensions qu'on peut retrouver. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux consulter quelqu'un pour savoir comment le faire dès le début et avoir la bonne technique, ou est-ce qu'il y a des mauvaises façons de faire les massages qui peuvent être au final contre-productifs? Non, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise façon, mais par contre, ça peut être inefficace, et donc on peut se dire, bon, bah, quoi bon, en fait, moi j'ai essayé, ça marche pas. Bah, peut-être que tu l'as juste pas bien la fait. bonne technique. Voilà. Bon, c'est le but aujourd'hui, de voir c'est ça. correctement. Pour donner juste des bases, je remonte un petit peu ton t-shirt, hein, juste à la base. Hop, voilà. Si on commence du coup par le massage, on l'a dit, du transit, en gros, il faut visualiser un tube de dentifrice. Si tu veux vider ton tube de dentifrice qui est entier, tu vas pas d'abord commencer par vider ce qu'il y a au fond du tube de dentifrice. Tu commences d'abord par vider ce qu'il y a au début, et puis après, petit à petit, tu vas plus loin. Voilà, c'est un peu le même principe au niveau du côlon et du coup de l'intestin. En gros, vous avez la sortie, la dernière portion du côlon, qui est donc ici, là, dans la fosse iliaque à gauche. Okay, ici, vous avez le côlon sigmoïde. Ça, en gros, c'est la jonction après qui va directement au niveau de l'anus et donc vraiment au niveau de la sortie. Okay, après, là où c'est intéressant d'avoir la bonne vision anatomique pour avoir les bons gestes, c'est le côlon. Le côlon, il va être donc en 3 parties. Vous allez avoir donc le côlon descendant qui est ici, qui va arriver jusqu'au côlon sigmoïde. Donc en gros, comment est-ce qu'on va le trouver ? Vous vous mettez entre le nombril et la fosse iliaque, vous prenez à peu près le point du milieu, donc entre le nombril et l'épine iliaque, le milieu, ici, et là je remonte tout droit jusque sous les côtes. En gros, là, j'ai mon côlon descendant. D'ici, je fais une transversale jusqu'aux côtes de l'autre côté, j'ai mon côlon transverse. Okay, et pour la portion ascendante, même principe, épine iliaque, nombril, milieu, entre là et là, je vais avoir mon côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde. Ok, donc ça, c'est vraiment les points de repère faciles pour déjà être capable de se dire ok, comment est-ce que je trouve mon côlon, d'accord ? Donc après, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits mouvements pour chasser, en fait, les matières fécales vers la sortie. Donc en gros, vers le bas. Donc on va prendre à chaque fois nos doigts comme ça, sur nous, et on va en fait chasser du haut vers le bas. Donc on l'a dit, la sortie est là, donc on va partir de la sortie, et on va aller du haut vers le bas, du haut vers le bas, et petit à petit, on va chasser comme ça. On va séparer chacun des côlons en 3 portions, pour faciliter un peu le truc. Donc en gros, ça va faire 1 portion, 2 portions, 3 portions. Donc je vais simplement mettre mes doigts là, je vais chasser vers le bas, une dizaine de fois. Je vais repartir de mon côlon sigmoïde. On chasse le côlon sigmoïde. Ça fait mal ? C'est des chatouilles. Nous avons un cobaye chatouilleux. Mais après, tu vas le faire toi, justement. C'est l'intérêt, c'est que tu le fasses toi. Les personnes qui ont de la constipation, généralement, elles ont des douleurs aussi associées quand elles au toucher. Alors là, on est vraiment sur un massage doux, relativement superficiel. Il faut rentrer un petit peu. Mais le but, c'est pas de se faire mal, et c'est plutôt en fait par la répétition du geste que ça va avoir tendance à relancer un petit peu le mécanisme, d'accord ? Objectivement, on n'est pas en train de prendre le tuyau et de chasser ce qu'il y a dedans, d'accord ? On donne une dynamique au corps. C'est plutôt ça. Donc normalement, ça devrait pas être douloureux comme technique, parce qu'on n'est pas sur un appui qui est trop franc, ok ? Donc du coup, on va commencer. Donc tu vas, comme je le montrais, comme ça, donc tu vas chasser. Donc on commence d'abord côlon sigmoïde. Donc tu mets vraiment, tu vois, tes doigts pointés comme ça, tac. Et là, tu vas chasser vers le bas. Voilà, donc on fait une dizaine de fois donc ce geste-là. C'est plutôt dans l'autre sens, regarde. Tu pars vers le haut comme ça, et tac, tu descends. Vers le bas. Okay. Donc tes doigts du haut vers les doigts du bas. Tes doigts du haut vers les doigts du bas. Mais tu les laisses vraiment au même endroit. Tu les laisses au même endroit. Mauvais cobaye.
une dizaine de fois. Une fois qu'on a fait vraiment le côlon sigmoïde, on a dit on fait le premier tiers, exactement comme tu es en train de faire. Voilà. On va faire une dizaine de fois ça. Une fois que du coup on a fait une dizaine de répétitions du premier tiers, on repart de la fin. Donc tu refais d'abord côlon sigmoïde, donc ici, tac, dans le pli de la crête iliaque, donc là, Ouais. voilà. On refait quelques fois, tu remontes direct sur ton premier tiers, quelques fois, et on passe directement au deuxième tiers. Donc tu remontes juste, hop, d'un cran, voilà. Là, tu refais une dizaine de répétitions. Donc une dizaine de fois, dès que tu l'as fait 10 fois, tu repars du premier point, donc ici, juste 2 fois, tac, tac, tu remontes d'un tiers, tac, tac, tu remontes d'un tiers, tac, tac, et on repart sur notre troisième tiers, ok? Qui est là, ouais, ici. Donc on a dit qu'on séparait chacune des portions en 3 morceaux. Voilà. Donc on est reparti pour 10 fois. Voilà, après on n'est pas obligé de faire les 10 fois à chaque fois, hein, d'accord, mais donc une fois que tu as fait tes 10 fois, on repart du bas, voilà. Donc côlon sigmoïde, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Là, on a terminé le côlon descendant. Donc on va partir, hop, sur notre côlon transverse, premier tiers, donc tu vas te mettre là, et tu vas chasser donc dans le sens de la sortie. Donc tu vas amener du centre vers l'extérieur, du centre vers l'extérieur. Vas-y. Mais là, du coup, je le fais toujours comme ça ou est-ce que je peux faire... Tu te mets comme ça. Et tu chasses, tac, tac. Voilà. Une dizaine de fois aussi. Et même principe, on repart après du sigmoïde, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, premier tiers du côlon transverse, et on passe au deuxième tiers. Et ainsi de suite, et on va faire comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive du coup en bas de notre côlon total, donc du côlon qui va être le côlon ascendant. Okay, ça, c'est la technique qui est vraiment kiné. J'ai jamais vu. Exactement. Avec ces mouvements-là. Donc en fait, on vient chasser. Et si on fait ce mouvement-là, juste appuyer, c'est pas pareil. Ou si on peut le faire aussi. Alors, le risque de ça, c'est que du coup, on soit très superficiel et qu'on soit plutôt en trait tiré sur la peau. Alors que là, quand tu es en doigt pointé, forcément, tu vas venir aller chercher un petit peu en profondeur et donc tu vas forcément avoir un appui vraiment sur sur le côlon. Même la sensation est différente. La sensation est différente. Il faut vraiment bien pointer doigt les doigts, pointé. En fait. On se met vraiment comme ça. Tu pointes tes doigts rentrent dans ta chair et tout que tu chasses, tu chasses, tu chasses. Okay. Et on répète, donc sur tout notre pourtour. L'idéal, c'est quand même de le faire, je ne l'ai pas dit en premier temps, mais les genoux fléchis vont toujours apporter du relâchement dans le ventre. Donc dès qu'on fait des techniques abdominales, c'est mieux de fléchir les genoux parce que ça apporte directement du relâchement. Moins de tension au niveau du psoas, au niveau des grands droits, donc au niveau des muscles. Donc ça donne tout de suite plus d'aisance. Même là, si tu le fais sur toi, tu vas certainement sentir que c'est quand même différent. Moins de tension, donc tu vas même pouvoir aller chercher un peu plus profond avec tes doigts. D'accord ? Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est important. Donc ces massages-là, on les fait les genoux fléchis. Ok. Et du coup, la deuxième technique dont je voulais vous parler, c'était donc comment venir faire lâcher ces points de tension dont on a parlé, des membranes. Là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme on l'a dit, les fascias, il y en a partout. Le péritoine, il fait des replis dans tous les sens. Et le mésentère, bon, il prend une bonne partie aussi. Et puis, il y a plein de couches plus ou moins profondes. Donc, comment est-ce qu'on va aller agir sur le bon point ? Là, le plus simple, en fait, c'est de venir cartographier le ventre en se faisant un peu des lignes. Donc, on va se dire, en gros, on va partir entre les crêtes iliaques. On a la ligne du centre qui va faire un premier point. Et en gros, on va faire 2 autres zones de part et d'autre. Donc, ça nous fait 2 zones là, une zone là et 2 zones là. Ce qui nous donne, en gros, 5 points par ligne. Une fois qu'on aura fait cette zone-là, on va remonter d'un cran et on va faire pareil. Puis d'un cran, on va faire pareil. Puis d'un cran, on va faire pareil. Okay ? Ça nous permet en fait d'avoir déjà nous-mêmes une cartographie du ventre et de dire « Ah, je ne sais pas si j'ai travaillé ce point-là. Ah, je ne sais pas ça. » Donc en gros, on a dit les crêtes iliaques, j'ai ma ligne médiane, 2 points ici, mon point central, 2 points là. Donc je vais commencer par mon premier point. Et simplement, donc tu peux le faire en même temps. Donc en gros, ce point-là, tu vois. Juste ce point-là, on fait un point à la fois. Et même principe, on va aller chercher en doigt pointé en profondeur. Donc on a dit premier point, ok, j'ai mes jambes fléchies, ce qui rapporte du relâchement dans mon ventre.
je viens enfoncer mes doigts vraiment dans la profondeur. Tu mets vraiment tes deux, voilà, comme ça. Tu viens enfoncer dans la profondeur et tu viens, une fois que tu es en profondeur, tu viens comme faire un petit rond, comme une inspection des lieux, comme si tu voulais regarder un petit peu ce qui se passe en profondeur. Le sens a une importance. Non, on s'en fiche du sens. Là, c'est même pas des ronds, tu viens vraiment comme explorer la zone. Tu te dis, tiens, là en profondeur, est-ce que déjà j'arrive à aller profond? Oui, non. Ok, la zone que je sens qui me bloque, comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est tendue? Est-ce qu'elle est douloureuse? Si je vais chercher un peu en dedans, un peu en dehors, un peu en bas, ah tiens, là, à tel endroit, je sens qu'il y a une tension. Ok, dès lors que j'ai une tension sous les doigts, je vais essayer de la masser, de la crocheter, de la détendre. Ok? Et tu passes le temps que tu as envie d'y passer, le temps où ça te paraît nécessaire, ou en tout cas où ça te paraît juste pour toi, et tu viens détendre. Une fois que tu as fait ça, on a dit, on passe au deuxième point. Donc on a dit la zone entre mes deux crêtes iliaques, le point central, j'ai fait mon premier point là, je vais faire mon deuxième point. Voilà, donc ici, à peu près. Même chose, on rentre les doigts et on va évaluer. Ah, moi, tu vois, je vous donne mon ressenti sur moi-même. Directement, là, je suis arrêtée par des tensions qui sont très superficielles. J'arrive même pas à aller en profondeur. Bon, bah, je m'arrête là. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ben, je vais commencer à apporter un peu du relâchement sur cette zone-là, chez moi-même. Et petit à petit, en fait, on va aller explorer l'intégralité du ventre et du coup des viscères. Et en fait, si tu fais ça de manière un peu régulière, tu vas commencer à savoir comment ton corps il est fait. Si tu arrives à aller chercher profond, oui ou non. À quelle zone tu arrives, à quelle zone tu n'y arrives pas. Est-ce que tu arrives à t'apporter toi-même du relâchement? Il n'y a pas de risque de trop appuyer. Ben, de toute façon, la douleur D'aller t'arrêtera. chercher. Donc, Ok. encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, toujours faire ça en conscience, dans l'idée que tu es là pour te faire du bien. Moi, j'ai peur de toucher les organes, tu sais. Mais tu peux les Ouais, toucher, c'est les ça. organes, ça sera pas gênant, franchement, tu peux y aller, hein. Aucun problème même. Donc, faut pas hésiter, et même en profondeur, J'ai une donc, tension à l'estomac, là. à vraiment aller chercher, cartographier, comme je vous ai dit, on fait 5 points, et puis une fois que vous avez fait la première ligne, on va chercher une deuxième ligne, et ainsi de suite. Ça vous permet juste d'avoir mentalement une cartographie de votre ventre, et mentalement, encore une fois, de vous dire, ah bah je me suis rendu compte que mon quart gauche bas, il est plus tendu que mon quart droit bas, par exemple. Et juste ça vient planter des graines au niveau de la conscience de ce qui se passe dans votre ventre, des tensions que vous êtes capable de capter vous-même chez vous et du relâchement que vous êtes capable de vous apporter vous-même. Et ça, vraiment, c'est ultra important. Voilà, donc ça, combien de temps on y passe? Je dirais, c'est un peu, chacun fait comme il le sent, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'obligation. Évidemment, si tu y passes 30 secondes par semaine, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Si par contre, tu te poses une fois de temps en temps à te faire un vrai gros massage profond, eh ben, ça va t'aider, c'est sûr, d'accord? Donc, vous pouvez y passer facilement 15 minutes et puis faire ça une fois par semaine, une fois par mois. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, si ça devient quelque chose d'un peu régulier, vous allez réussir à faire lâcher des choses et ça va vachement vous aider. Voire même, c'est assez addictif après d'avoir un ventre détendu. Parce qu'on n'est pas habitué. Et quand on a un ventre relâché, on se dit genre, oh, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est fou. Les sensations sont dingues quand c'est relâché, quoi. Moi, j'ai pas de colopathie, mais ça arrive, bon, je pense comme pour tout le monde, voilà, d'avoir le ventre parfois plus ou moins gonflé. Et c'est vrai que je fais les automassages. Et maintenant, j'arrive assez bien à distinguer où il y a des tensions ou pas. Et c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude en fait de toucher son ventre et après de savoir qu'est-ce qui est normal ou pas en fait. Complètement, Ouais. complètement. Et du coup, ces techniques-là, je les apprécie beaucoup et je les affectionne particulièrement parce que, pour parler de moi, j'ai des lombalgies chroniques depuis que je suis ado, depuis que j'ai 15 ans. J'ai été sportif de haut niveau, donc j'ai vraiment pris soin de mon dos, vraiment. En plus, je suis kiné, donc des étirements j'en fais, du renfo j'en fais. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a aidé? Massage viscéral profond. C'est tout. Et j'ai plus mal au dos, quoi. Je me bloque plus, j'ai plus de lombalgie, j'ai plus de lumbago, je me bloque plus. Et ça, c'est juste, entre guillemets, juste par le massage viscéral profond. Ça a révolutionné mes tensions dans le dos. Donc vraiment important et vraiment hyper efficace pour beaucoup de gens, et notamment quand on a des tensions au niveau viscéral. Voilà pour les massages, en tout cas, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après, on avait dit... On avait parlé des points, les points de pression. Ouais. Points de pression. Alors là, on sort du champ kiné. Ah oui, ok, c'est différent des points de Ouais. tension. Ouais, c'est Oui, pas c'est pareil. vrai, ouais. Les points de pression, là, on est plutôt sur de l'acupressure. Ok. Donc, on va chercher des points d'acupuncture qui sont le long des méridiens chinois.
Et en fait, il y a des points qui vont avoir un impact dans le transit, dans la régulation du transit, ou dans la constipation, ou dans la régulation des ballonnements. Et donc ça, c'est ultra simple, tu as juste à capter où sont ces points. Ça se trouve avec des travers de doigts, donc c'est simple sur soi-même. Et du coup, une fois que tu as simplement trouvé ces points-là, tu peux passer plusieurs minutes tous les jours, tu n'as même pas besoin de faire ça en conscience, c'est très simple. Tu mets tes doigts sur ces points-là, tu massouilles un peu, et tu fais ça un petit peu tous les jours, ça ne te prend pas de temps, ça ne te prend pas de charge mentale, et ça, au niveau des méridiens, au niveau énergétique, ça vient donc réguler le transit. Donc pour tous les gens qui ont des problèmes de transit, hyper intéressant à essayer. Vous essayez ça pendant une semaine, de venir masser les 5 points que je vais vous montrer. Et voilà. Et comment ça fonctionne physiologiquement? Il y a une Alors, explication? du coup, on vient stimuler un point qui est sur un méridien. Le méridien, c'est en gros, c'est comme un petit tuyau dans lequel circule de l'énergie, ok? Et du coup, chacun des points en fait a une fonction spécifique. Ça, c'est la grande médecine chinoise qui a mis tout ça en avant, hein. Et du coup, là, simplement, je voulais vous montrer les points qui sont spécifiques du transit sur le ventre, parce qu'il y en a aussi au niveau des malléoles, je crois. Mais du coup, là, c'était pour faire vraiment simple et avoir quelque chose de pratique à faire, de facile à retrouver. Donc voilà, c'était un peu ça l'intérêt. Et quand tu t'expliquais quand tu stimulais les points de tension, j'imagine qu'en même temps tu stimules aussi les... Pas du tout. Non, pas du tout. Ah ouais, intéressant. Alors du coup là, on va vraiment se mettre sur les méridiens qui du coup, les points sont cutanés. C'est-à-dire que, tu vois, là, si je passe mon doigt comme ça et que je te fais un appui comme ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai fait juste avant. On est d'accord? Là, je suis juste sur la peau. Parce que le méridien, en tout cas le point, il est juste superficiel. Donc on va venir simplement trouver le point et le stimuler comme ça. Mais donc c'est très superficiel. Je suis pas tu vois, là j'ai juste mis un tout petit appui de plus, elle s'est verrouillée tout de suite, alors que si je reste juste en énergétique, en acupression, il n'y a aucune réaction réflexe qui se met en place, d'accord? Donc on n'est pas du tout sur les mêmes sphères. Donc ce qu'on a montré avant, on va vraiment chercher de la profondeur, on va chercher vraiment de la structure, quelque chose de tangible, de palpable, d'accord? Là, on reste vraiment sur quelque chose de très superficiel. Faut imaginer comme si elle enfilait une combinaison de peau, d'accord? Et on va juste agir sur la combinaison. Je ne vais pas agir sur ce qu'il y a sous la combinaison, je m'en fous. Donc on va juste agir là-dessus, ok? Ça paraît fou que de faire ça soit utile, quoi. C'est le principe de l'acupuncture, hein, quand on vient te mettre des aiguilles, c'est le même principe, c'est juste de relancer en fait des fluides, hein, parce que du coup l'énergie c'est du fluide, c'est de relancer du fluide. En gros ça, j'aime bien cette image, dans notre corps on a de l'énergie. Alors le mot énergie veut tout et rien dire aussi, parce que avec l'énergétique actuelle, des fois on se dit ouais c'est quoi ces trucs impalpables, machin. L'énergie à la base, c'est simplement ce qui nous permet de faire fonctionner notre corps, d'accord? La nourriture que je donne à mon corps, c'est de l'énergie qu'il utilise pour être capable de bouger, de fonctionner, etc. Là, cette énergie-là dont on parle, en fait, c'est du fluide, d'accord? Donc ça va amener de la vie dans l'intégralité du corps, ça va permettre au corps de fonctionner, etc. L'énergie, on peut voir ça de manière globale, pas l'énergie à proprement parler, comme je viens de dire, qui circule le long des méridiens. L'énergie, de manière globale, on peut voir ça comme une rivière. Une rivière qui coule. D'accord? Ce qui peut se passer, c'est que parfois, l'eau va pousser un peu sur les berges de la rivière et va créer des petits étangs. Mais du coup, des étangs, c'est de l'eau qui ne bouge pas. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, un corps qui vit, c'est un corps qui bouge. Donc, dès lors qu'on a de l'eau stagnante, ça va être des zones d'énergie stagnantes, ça va être des zones qui vont être en surpression, où il va y avoir des mauvaises sensations chez la personne, ça va moins bien bouger, ça va être lourd, ça va être désagréable. Et donc, le travail énergétique permet en fait de ramener ces étangs dans la rivière principale, pour que ça circule, parce qu'il faut que ça bouge. D'accord ? Donc là, on vient agir juste sur ces points-là pour relancer donc au niveau du transit. On a dit on fait toujours avec 2 travers de doigts. C'est la mesure en médecine chinoise. Donc c'est tes doigts à toi sur ton corps à toi, c'est mes doigts à moi sur mon corps à moi. Donc 2 travers de doigts sous le nombril. Donc tu te mets vraiment sous le nombril, tac, juste le point sur la ligne du nombril sous ces 2 travers de doigts. Tu les mets vraiment perpendiculaires. Voilà. Là, on a notre premier point. Nombril, 2 travers de doigts, on se met juste en dessous. Et là, donc 2 techniques. Soit je viens appuyer,
et maintenir un petit appui. Mais tu as vu comment j'ai appuyé tout à l'heure, hein, c'est quand même très superficiel. C'est doux, mais il y a quand même un appui. On maintient cet appui, juste 1 ou 2 minutes, ou alors on vient faire des petits cercles. C'est un peu au choix. Et donc on vient stimuler en fait ce premier point, ok ? Voilà. Donc on vient stimuler 1 à 2 minutes, simplement. Ça c'est le premier point, ok ? Donc on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Exactement, c'est pour ça que ça, là, ce que je vous montre, les points sur le ventre, c'est hyper simple et c'est hyper simple à appliquer et t'as pas besoin de ni beaucoup de connaissances, ni de charge mentale. Ce que je disais, de dire dans quelle position je me mets, comment il faut que je fasse. 2 travers de doigts, tac, voilà, t'es sur le point, tu m'assouilles un peu, c'est bon, ok ? Ensuite, c'est 2 travers de doigts à droite, à gauche du nombril. Voilà, et donc sur la ligne du nombril, alors vraiment sur la ligne du nombril, tac, donc ici. Voilà, et donc de l'autre côté, attends, relâche. Donc, on a dit 2 travers des doigts, donc sur la ligne du nombril, ça fera premier point ici, et deuxième point ici. Donc, hop, ici, là, j'ai mes 2 points. Petit mouvement circulaire, un petit peu comme je le sens. 1 à 2 minutes, même chose, d'accord ? Ça, c'est les points qu'on appelle les pivots célestes. Et après, 4 travers de doigts de part et d'autre du nombril, même principe, tac, et tac. On a ces 2 points-là. Donc nombril, 4 travers de doigts, ça me donne un premier point et un deuxième point sur la ligne du nombril. Voilà. Donc on avait dit le premier, 2 travers de doigts, les deuxièmes, 2 travers de doigts et les troisièmes, 4 travers de doigts. Donc ça nous donne 3 points, enfin non, 5 points du coup, mais 3 mesures différentes qui vont aider en fait à réguler le transit. Donc ça, c'est des points énergétiques. Ok ? Ok. Voilà, ça c'est un petit plus parce que c'est des choses vraiment simples à appliquer, donc je trouve ça quand même cool. Que aller se faire un massage profond de l'abdomen, tu peux pas faire ça partout, tu peux pas faire ça tout le temps, il faut vraiment conscientiser le truc que tu es en train de faire. Là, bon bah, plap, tu cales tes doigts, tu lances le truc, et puis voilà, et puis tu peux faire ça tous les jours, et ça peut, bah voilà, ça peut aider. Super. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les points de pression. Exactement. Automassage, point de pression. Et ensuite, tu voulais nous montrer autre chose ? Ouais, alors après, je voulais vous montrer un travail diaphragmatique. Avec la respiration. Avec la respiration. Pourquoi le diaphragme est important au niveau de la respiration et donc au niveau des viscères ? C'est que notre diaphragme, le diaphragme, déjà, il faut savoir un petit peu où il est et c'est quoi sa fonction. Le diaphragme, il s'insère sur les côtes, à l'arrière, là, tac, 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 tout là. Donc ça fait une nappe fibreuse qui vient séparer le thorax de l'abdomen, ok ? Donc en gros, sur moi, mon diaphragme, il est gros comme ça. Donc il est quand même gros. Des fois, on n'a pas forcément la notion que c'est vraiment une grosse nappe musculaire, d'accord, qui est là-dedans. Le diaphragme, il permet, par un va-et-vient comme ça, il permet en fait une mobilisation des viscères. Mais il permet ça si on arrive à avoir une amplitude respiratoire. Là, mets tes mains sur ton ventre, est-ce que tu sens vraiment tes viscères bouger ? Est-ce que tu es vraiment en train d'utiliser ta respiration respiratoire diaphragmatique ? Non. Parce que la plupart du temps, on respire avec 10% de notre capacité pulmonaire. Et c'est normal ou pas ? Enfin, parce que la respiration dont tu parles, il faut la conscientiser pour bien la faire, ou est-ce qu'on peut respirer normalement, en mieux ? position debout, Ouais. on ne devrait pas être tendu des viscères, on ne devrait pas être tendu du ventre. Et pourtant, la plupart des gens sont en tension comme ça, ils tiennent, et surtout les femmes. Je pense qu'il y a aussi cette notion de il faut avoir le ventre plat. Ouais. Du coup, on est toujours en tension. Encore plus avec l'intestin irritable où on ne porte pas les vêtements qu'on veut, etc. Ça, c'est fréquent, ouais. Mais c'est sûr. Et du coup, le fait d'être en tension fait que notre diaphragme bouge moins bien. Du coup, il est moins capable de bouger. Et du coup, nos viscères bougent beaucoup moins bien. Alors que si déjà, je prenais juste le temps de me dire, tiens, je relâche mon ventre. Je me mets à ventiler un peu plus amplement. Ah, bah tout de suite, il ne se passe pas les mêmes choses dans le corps. Juste en modifiant la manière dont on respire, on se sent direct pas pareil dans le corps. Mais bon, tout ça pour dire que donc le diaphragme, donc quand mes poumons se gonflent d'air, ils vont prendre plus d'espace. Donc ils vont pousser ma cage thoracique, ce qui fait que ma cage thoracique s'ouvre, et ils vont pousser notre diaphragme vers le bas. Notre diaphragme qui descend va donc chasser mes viscères en avant, ce qui fait que j'ai le ventre qui se gonfle quand j'inspire, et pas l'inverse. Ok ? Donc inspire, je gonfle le ventre, expire, je vide. Mais ça devrait se faire de manière un petit peu normale,
Ça devrait se faire de manière habituelle, en fait, et généralement, on ne le fait pas. Ou en tout cas, on le fait que quand on est allongé, et encore, on ventile jamais de manière la plus ample possible. Donc le travail diaphragmatique est hyper intéressant, déjà pour lui permettre d'être capable de bouger, c'est la première chose, et puis lui permettre de ramener de la mobilité au niveau viscéral. D'accord ? L'autre truc qui est super important, tu as déjà dû entendre parler du système nerveux parasympathique, ok ? Oui. Voilà, au niveau viscéral, très important, et notre diaphragme joue un grand rôle là-dedans. On a donc notre nerf vague qui traverse le diaphragme, avec une stimulation du diaphragme, avec des respirations bien amples, bien lentes, on vient stimuler notre nerf vague, on vient stimuler le système nerveux parasympathique. Ça veut dire quoi Qui permet quoi, le Ouais. système nerveux parasympathique? pour les personnes qui savent? Le repos, le relâchement du corps, et du coup, vu que ton corps va être au repos, ton corps va pouvoir lancer des mécanismes internes dont il a besoin, notamment la digestion, le péristaltisme, l'évacuation des déchets, et donc le transit. Parce qu'en gros, il faut comprendre que ton corps, il te fait faire ça que quand tu n'as pas besoin de ton énergie pour autre chose. Donc en gros, toutes les personnes stressées, qui sont sous tension, qui sont tout le temps à se dire « qu'est-ce que je vais faire ? J'ai ça à faire, et machin, et truc, et machin ». En gros, le corps, il se dit « ah, mais elle n'est pas prête encore, elle n'est pas prête à lâcher, donc on n'est pas prêt à faire le transit là pour l'instant ». Donc en gros, plus tu es stressé, plus tu es en système nerveux sympathique, et moins ta digestion se met en route, et moins ton transit se met en route. Alors que apprendre à lâcher prise, se laisser aller, respirer, ventiler avant, par exemple, d'aller dormir, eh ben, ça permet de te mettre dans un mood de repos et donc de relancer la dynamique viscérale, donc pour l'évacuation des déchets, le transit, la digestion, etc. Moi, j'aime bien, j'en parle souvent du système sympathique-parasympathique. J'aime bien comparer ça comme tu dis, le stress, par exemple, ça stimule donc le système sympathique. Aujourd'hui, les stress, comme tu disais, ça va être de courir à droite à gauche, d'aller chercher les enfants à l'heure, d'arriver au travail à l'heure. Avant, les stress, c'était peut-être dans la nature de se faire courser, par exemple, par un ours. Ouais. Et ça stimule, je sais que ça permet d'apporter, par exemple, plus de glucose aux muscles pour pouvoir s'enfuir. On a nos pupilles qui se dilatent aussi pour pouvoir mieux voir, ce qui nous permettait de peut-être mieux survivre aussi dans la nature avant. Et effectivement, comme tu disais, toutes les autres mécanismes sont mis en pause. C'est-à-dire que la digestion, c'est pas considéré comme prioritaire à ce moment-là. Exactement. Et donc, forcément, c'est mis en pause. Et les stress actuels, c'est justement courir à droite, à gauche, avoir une to-do list. C'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Et du coup, toutes les personnes stressées, qui du coup, généralement, ont une qualité de sommeil déplorable, vont mal dormir. Donc, le système parasympathique n'est pas stimulé assez longtemps. Et donc, la digestion est un peu mise de côté. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir des transits dérégulés. Et ça joue sur tout. Parce que si tu n'évacues pas bien, même au niveau du microbiote, etc., ça a un impact sur tout, sur ton humeur, sur tout. Et donc, on voit à quel point c'est important. Ça, c'est un autre sujet qui est ultra vaste, mais le parasympathique, en fait, l'activation du parasympathique plusieurs heures dans la journée, parce qu'en gros, actuellement, on est beaucoup plus en sympathique qu'en parasympathique, et pourtant, ça devrait être un peu plus équilibré. Donc déjà, en avoir conscience et pouvoir mettre en place des petits exercices simples de respiration qui vont déjà faire du bien à mes viscères, déjà faire du bien à mes tensions, et en plus, ça va activer mon parasympathique, en fait, c'est tout bénef. Donc, travail du diaphragme et de la respiration, presque pour tous les problèmes du corps, c'est bénéfique. Donc là, on parle vraiment de l'intestin, mais globalement, respirer, ça fait du bien. Vraiment. Donc, activation du diaphragme, on va juste faire un travail respiratoire diaphragmatique, une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on va forcer donc le diaphragme à descendre et gonfler son ventre. Pour ça, on l'a dit, c'est plus simple d'avoir les jambes fléchies, parce que ça vient apporter du relâchement. Donc tu peux fléchir les jambes. C'est différent de la respiration hypopressureuse. Oui. Ouais, ok. Oui, c'est différent. Là, le but, ça va être juste, à l'inspire, de gonfler le plus possible son ventre. Plus je gonfle mon ventre, plus mon diaphragme descend. Et donc, on va forcer en fait le fait de ton diaphragme de descendre pour lui amener le maximum de mobilité. Donc, je mets juste mes mains pour qu'on se rende compte de la mobilité. Donc, tu vas essayer simplement de respirer avec ton ventre. Et tu souffles, t'évacues. Et tu vas chercher vraiment la respiration maximale. Et que du ventre.
Vas-y, encore. Tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu pousses contre ma main, là. Voilà. Tu sens que normalement, tu peux avoir soit une respiration ample, soit si encore une fois qu'elle est finie, tu la pousses, ça, tu sens qu'il y a des tensions dans ton abdomen, dans ton ventre, voilà. Donc ça vient en fait étirer des structures qui n'ont pas l'habitude de l'être. Donc d'où l'importance d'aller vraiment au bout du bout. C'est-à-dire, je gonfle, vas-y. Donc là, elle est au bout. Mais non, tu continues, tu vas encore plus loin. Voilà. Et c'est là, sur ce temps de latence-là, où je suis au bout, mais j'essaye encore, que là, ça vient vraiment étirer les structures. Jusqu'à dans le cou. Ouais. Ah ouais. Au niveau des épaules. Ben, du coup, par les fascias, par tout ça, en fait, tout est dans la continuité, donc on vient tirer. Ouais. Voilà, donc ça, on peut faire ça vraiment, juste par exemple en allant se coucher, simplement, on respire de manière abdominale, toute simple, tranquille, et vraiment on va chercher l'amplitude. Après, une fois que ça, on arrive un petit peu à le mettre en place, je propose un deuxième exercice. Déjà, c'est de se dire, ok, maintenant cette respiration abdominale, je vais essayer de la faire durer le plus longtemps possible. On imagine un robinet d'eau. Le robinet, soit je peux, le mettre en route et ça coule, soit je peux le mettre un tout petit peu, et donc mon verre d'eau va mettre beaucoup plus de temps à se remplir par ce tout petit filet d'eau. On va faire pareil avec l'air dans les poumons. C'est-à-dire que je choisis de ne pas faire, mais de faire... C'est quoi l'intérêt d'y aller doucement comme ça? Parasympathique. Parasympathique, ok. Stimulation. Parasympathique, conscience du corps. Mettre du focus dans ton corps, sentir quand ça se gonfle, petit à petit, quand ça se gonfle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens. Et donc tout ça, si tu fais ça, ne serait-ce que 3 minutes, tu vas te sentir détendu, relâché. Alors que si tu fais... tu vas te sentir plutôt... Prêt pour la course, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. La manière dont tu respires va complètement modifier ton état d'être. Donc, tu vas essayer de faire ça, donc de réguler ta respiration. Là, on arrive à la même finalité, de ce ventre bien gonflé, mais sauf que tu vas gonfler petit à petit. Donc, en gros, fais-en une normale sans penser à ça, d'abord. Tu penses pas à ça, juste tu gonfles. 1, 2, 3, voilà. 3 secondes, c'est plein. Maintenant, tu vas essayer que ça dure 4 secondes. Donc, à toi de réguler la manière dont tu fais rentrer l'air dans ton ventre. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Tu vois, donc déjà, tu as réussi à rajouter 2 secondes. Et le but, c'est comme ça d'essayer d'étirer le plus possible son inspire pour qu'elle dure le plus longtemps possible, qu'on aille chercher le plus d'amplitude possible. Et du coup, l'exercice qu'on peut faire par la suite, c'est de faire aussi donc que ton expire dure aussi le plus longtemps possible. D'accord ? Généralement, l'expire dure plus longtemps. Mais tu peux essayer, on va juste essayer une fois. Donc vas-y sur l'inspire, tu essaies que ça dure le plus longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es au bout et tu souffles tout doux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, et on est au bout. Donc, on a fait un 6, 9. Donc ça, c'est aussi juste un indicateur de me dire, bah moi, actuellement, j'arrive à respirer en 6, 9, par exemple. Et à force de le faire, bah, peut-être que tu arriveras à te dire, ah bah non, finalement, j'arrive à aller en 8, 10. Et le 8, 10, c'est comment je suis faite. C'est ma manière de respirer. Et juste le fait de savoir ça, un jour où tu vas te sentir moins bien, où tu vas le faire, tu vas te dire, ah, bah aujourd'hui, je suis en 6-4, je suis en 6-8 par exemple. Et ben en fait, j'ai baissé d'un cran. Pourquoi ? Ah bah j'ai des tensions abdominales. Ah bah tiens, j'ai des tensions diaphragmatiques. Et ben je vais essayer de détendre mon diaphragme. Ah bah ça y est, c'est bon, je suis revenue à ma ventilation habituelle. Donc la conscience du corps, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi ça. C'est des petites choses basiques de répétition où en fait ça nous permet d'avoir comme nos gammes, comme de savoir comment on est quand on est normal, encore une fois. Et ça, on peut le faire aussi n'importe où, dans le bus, dans la voiture, où il vaut mieux le faire allongé quand même. Tu peux le faire n'importe où, n'importe comment, simplement, tu n'auras pas les mêmes résultats. Si tu es stressé, si tu es en train de penser à autre chose, si tu es assis, si tu es en train de conduire, si tu es allongé, si tu es seul, s'il y a du bruit autour de toi, ça ne sera pas les mêmes résultats. Mais tu peux quand même le faire tout le temps parce que dans tous les cas, ça reste du travail abdominal, donc c'est toujours intéressant. Ok. Voilà. Donc ça, c'est travail diaphragmatique. Franchement, il y en a plein. Il y a plein d'exercices possibles. On va dire ça, c'est le basique, c'est le b.a.-ba, mais c'est déjà intéressant, comme je disais, de pouvoir savoir où on se situe par rapport à ça et de juste savoir en
un jour où tu te dis, bah, je suis pas bien, tiens, je check ma respi, ah bah ouais, je me rends compte que je ventile moins, bah ok, c'est mon diaphragme qui est verrouillé, bam, je vais venir détendre mon diaphragme. Et maintenant, on va montrer comment on détend le diaphragme, je vais vous le montrer sur la chaise, ça. Oui, du coup, donc on parlait du diaphragme, de la mobilisation du diaphragme avec la respiration, mais ça reste un muscle, donc on peut aussi venir le masser. Alors, vu qu'on a dit que c'était là, entre mes mains, c'est pas forcément facile d'aller le masser, donc justement, je vais vous montrer une manière de le faire. Alors, c'est pas un massage qui est agréable, c'est pas comme quand on se fait masser les trapèzes, qu'on est là, ah ouais, vas-y, encore un petit peu. Là, c'est pas du tout pareil. C'est de l'automassage qui est pas forcément agréable, mais du coup, si c'est pas agréable, c'est qu'il y a des tensions, et donc que c'est qu'il y en a besoin, d'accord? Donc, on va mettre ses doigts, donc les mains comme ça, on va plonger ses doigts en doigts pointés sous les côtes. On n'est pas obligé d'aller loin, d'accord? Le but, c'est pas de se faire mal, mais on va en doigts pointés juste sous les côtes, ok? Une fois qu'on est là, en gros, du coup, nos doigts sont orientés vers le haut et vers l'arrière, un peu en diagonale. Donc, tu peux même te mettre, ouais, comme ça, tu vois, tac. Donc, vers le haut et l'arrière, à peu près. Et là, en fait, on va utiliser la respiration et le fait de se pencher en avant pour créer un vide et pour que nos doigts viennent s'enfoncer. Donc, en fait, ça va donner, inspire, je gonfle mon ventre, bah, mes doigts vont avoir tendance à sortir, c'est pas grave, je garde mes doigts placés là. Et quand je vais souffler, je crée du relâchement et au fur et à mesure, je vais m'enrouler en avant. Et là, je sens mes doigts qui sont capables de s'enfoncer davantage. Et donc, vu qu'ils sont pointés un peu vers le haut, ça va venir comprimer mon diaphragme. Je vais au bout de mon expire. Quand je suis au bout, je relâche et j'inspire. Ça fait mal, c'est normal? Et je recommence. Si ça fait mal, c'est que tu as des tensions, c'est que tu en as besoin. Tu vois, moi, je me le suis fait hier en préparation. Je me suis dit, tiens, je vais refaire. Et ben là, j'ai plus mal ce matin, tu vois. Okay. Donc, comme quoi. Tu vois, trop bien. Voilà. Donc, tu peux faire plusieurs respirations au même endroit. Inspire, et puis tu répètes. Et après, tu peux bouger tes doigts pour aller chercher des zones peut-être un peu plus en interne, donc plus proche du centre, tu vois, plus près du plexus solaire. Et puis après, tu peux aller chercher un peu plus en externe. Donc, tu peux en fait déplacer tes doigts pour aller chercher les points de tension, là où tu sens qu'il y a le plus besoin, et venir relâcher un maximum, quoi. Wow, ouais. Le plexus, ça fait toujours un peu mal, non, quand on appuie dessus. Bah, ça devrait pas, mais pas. Oui, bah, c'est un carrefour. Rien que là, c'est un carrefour, donc oui, c'est une zone où il y a souvent beaucoup de tension. Et vraiment, c'est un carrefour émotionnel, c'est le carrefour émotionnel un peu par excellence, donc c'est souvent une zone qui est chahutée. Je crois que j'ai besoin là. Mais donc au début, si on n'arrive pas à aller très bas, parce que plus je vais bas, plus j'enfonce mes doigts, encore une fois, il faut s'écouter. Donc, on descend... si je sens que là c'est le max, je vais pas plus loin et puis je répète et puis on peut faire plusieurs respirations comme ça et répéter. Et le but, encore une fois, c'est pas de se dégoûter du truc. On peut faire juste 4-5 respirations, c'est tout. Mais le refaire le lendemain, 4-5 respirations, c'est tout. Et à force, les tissus vont comme s'habituer. Le corps, il est vraiment, il a une mémoire. Donc, si tu lui fais faire les choses une fois, ok, il a compris, tu l'as fait une fois, mais par contre, tu lui refais 3 mois après, il va se dire « Oula, je me rappelais même plus de ce truc-là », il va oublier. Par contre, si tu lui fais, au lieu de lui faire une grosse séance de temps en temps, que tu lui fais une toute petite séance, mais presque tous les jours, là, il va commencer à se passer des trucs vraiment intéressants, parce que là, il y a la mémoire du corps qui entre, et donc, il y a des modifications qui vont se mettre en place. Dans la gestion de la tension du corps, ton diaphragme va avoir tendance à plus se relâcher, à mieux comprendre comment se relâcher. Toi, tu vas mieux comprendre comment le relâcher. Du coup, il va moins avoir tendance à se spasmer de manière réflexe parce qu'il aura vu aussi comment il peut fonctionner en étant détendu, etc. Donc, il faut se dire, il n'y a pas de petits gestes. Chaque petit geste au quotidien peut vraiment modifier énormément de choses dans le corps. Et ça, c'est vraiment presque le message global que j'aimerais faire passer, quoi. Trop bien. Et voilà, au niveau du diaphragme, c'est déjà pas mal. Encore une fois, il y a une multitude de choses, mais c'est déjà bien. Et la respiration hypopressive, qui est beaucoup plus, je sais pas. On dirait que ça fait un vrai massage, quoi, des organes abdominaux aussi quand on fait la respiration. Je le fais de temps en temps. Ouais. Tu pratiques aussi un petit peu? Ouais. Alors, la différence avec cette nous, on l'utilise surtout en rééducation périnéale, rééducation abdominale. J'ai une kiné périnée qui vient en fin septembre. Ah bah voilà. Ce sera que périnée. Ouais. Donc certainement qu'elle fera travailler ça. En gros,
donc la respiration hypopressive, on fait remonter le diaphragme. En fait, on vide nos poumons et on essaie d'inspirer. Mais comme on a le nez et la bouche bouchée, ça rentre pas. Et donc, ça fait un effet ventouse. Le diaphragme va avoir tendance à remonter comme ça. Et donc, comme on l'a vu, quand le diaphragme descend, les organes sont poussés en avant. Quand le diaphragme remonte, les organes sont ramenés en arrière, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et ça fait vraiment un effet ventouse. L'intérêt de ça, à la base, c'est qu'en fait, ça vient faire travailler la sangle abdominale de manière hypopressive, c'est-à-dire sans pression dans l'abdomen. Donc, c'est des super abdos en rééducation quand tu pars de très loin, que tu as vraiment très peu de tonus et que tu as plutôt tendance à pousser contre le ventre plutôt qu'à vraiment rentrer le ventre quand tu tonifies. Mais ça, c'est le cas. Moi, j'ai tendance à la conseiller aussi parce que quand on a un intestin irritable, on est toujours gonflé, toujours ballonné. Et peut-être qu'on stimule moins aussi le renforcement de ces muscles profonds-là. Donc, il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment à faire cette respiration-là. Oui. Mais ça montre qu'on a besoin d'un renforcement finalement. Oui. Alors, ça montre ça et ça montre l'hypomobilité de ton diaphragme. Parce que si ton diaphragme est capable d'aller loin, tes viscères iront loin. Tu comprends ? Ouais. C'est trop bien. J'adore. Donc là, si je peux faire une toute petite démo de hypopressif. Donc, inspire, je gonfle, je vide. Une fois que j'ai vidé, je mets pas de tension dans mon abdomen, j'ai juste vidé. Je ferme ma bouche, mon nez, donc il n'y a plus d'air qui entre, il n'y a plus d'air qui sort. Et je vais essayer d'inspirer, mais en bouchant mon nez, ma bouche. Ça donne. Et donc là, premier réflexe quand je lâche, j'inspire, parce que du coup, j'ai fait vraiment une vidange de l'air, ok ? Et donc là, je sens toutes mes viscères qui remontent, et plus j'essaie d'inspirer, plus mon diaphragme remonte, et plus ça vient créer un étirement de toutes les structures à l'intérieur. Ça Okay. permet de faire circuler aussi, comme tu disais, les fluides, quoi. En tout cas, on vient recréer de la mobilité d'une autre manière. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant. Encore une fois, la mobilité, c'est toujours intéressant dans tous les sens. Donc là, c'est dans un sens dont on n'a pas l'habitude en plus. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant. Et dès lors que ça tire, c'est qu'il y a des structures qui sont un peu tendues, tiraillent un peu. Donc, venir apporter un peu d'étirement, ça fait aussi toujours du bien. C'est une bonne manière de conscientiser son ventre aussi, je trouve. Parce que quand on y arrive... Après, on arrive beaucoup mieux à comprendre en fait ce qui se passe, je trouve. Avec cette du coup, c'est très lié à la capacité à respirer et donc à dissocier la respiration, l'inspire de l'expire, du fait de ne pas inspirer par le nez alors que tu essayes de le faire. Enfin, ça demande en fait une conscience et du coup une dissociation de plusieurs fonctions. Et c'est pour ça qu'au début, moi je dis souvent, je le fais souvent faire à des femmes, je leur dis souvent bouchez-vous le nez en fait, parce que de premier abord en fait elles font. Oui, c'est un réflexe. Et donc le premier réflexe qu'elles ont, c'est de faire. Si elles soufflent, c'est que du coup on l'a fait à l'envers l'exercice, parce qu'on a dit que d'abord il fallait vidanger. Donc j'ai plus d'air. Donc le premier réflexe sera de faire une grande inspire. Voilà. Et du coup, la dernière pratique que je voulais montrer, c'était la petite méditation. Ah oui. Ça. Et du coup, là, on est vraiment orienté sur tout ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire conscience du corps. Et comment est-ce que moi-même, je peux m'apporter un relâchement à moi-même. Et donc, la méditation, on va être sur du relâchement parce que, vous allez le voir, on va amener de la conscience dans le corps. On va amener du relâchement de manière volontaire et du coup, on va venir stimuler le système nerveux parasympathique encore une fois. Donc, encore une fois, ça va être un ami. Voilà. Donc, si vous aimez la médite, faites de la médite, c'est très bien. Si vous n'aimez pas la médite, faites des petites médites guidées. Il y en a plein en ligne sur YouTube, vous pouvez en trouver plein. Pas forcément orienté viscéral comme là, je vais vous le proposer. Mais dans tous les cas, on vient stimuler le parasympathique, ça fait du bien. Et encore une fois, le travail respiratoire qui va avec la méditation fait aussi énormément du bien. Voilà. Du coup, pour la méditation, je propose aux gens qui vont nous écouter d'être allongés plutôt, c'est mieux. Bien qu'on peut le faire assis, mais c'est quand même mieux d'être allongé. Mais dans tous les cas, moi je vais simplement guider, donc on peut simplement rester assise. Si tu veux prendre une chaise peut-être pour le faire, ou t'allonger. Si cet épisode t'a plu, tu peux nous laisser un petit avis, ça aide énormément à faire connaître le podcast, à sensibiliser plus sur le syndrome de l'intestin irritable et aussi à inviter de plus en plus d'experts pour vous apporter plus de réponses. Dans la description, tu trouveras 2 ressources utiles. Un quiz gratuit pour savoir si tes symptômes correspondent
correspondent bien aux critères du SI et quoi faire si tu sais pas par où commencer. Et deuxièmement, la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi si tu envisages éventuellement un suivi personnalisé pour le protocole FODMAP et que tu as quelques questions ou des petites appréhensions avant de te lancer. Sinon les filles, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode du Poopcast. En attendant, prenez bien soin de vous.